Mais c'est un choix d'auditeur, c'est-à-dire je donne des cours de civilisation, d'histoire culturelle de certaines régions du bassin méditerranéen. Et il y a 3 4 ans, certains de mes auditeurs ont proposé qu'on aille dans le Caucase, à cause du fait que c'est dans cette région-là que sont apparus les premiers royaumes chrétiens. Donc architecture médiévale, des monastères, des vieilles villes. Et donc il y avait un duo de destinations, l'Arménie, la Géorgie. Il y a aussi deux autres raisons, c'est que la Géorgie n'est pas très connue, il n'y a pas de lien très fréquent entre la France et la Géorgie. Et puis c'est un pays dont on sait en l'étudiant qu'il a une très forte personnalité. C'est comme une sorte d'enclave au milieu d'ensembles plus grands, la Russie, la Turquie, l'Iran. C'est la même chose pour l'Arménie d'ailleurs. Et donc on avait cet attrait commun entre quelques-uns des auditeurs et moi. Le contexte était un peu à la fois compliqué et en même temps agréable pour nous parce que nous étions entre deux périodes de fermeture. Le premier confinement était terminé, on pouvait ressortir, on pouvait rentrer en Géorgie. Et le jour où nous sommes arrivés, la Géorgie a imposé les premiers tests. Si bien que le soir, on a été testé en arrivant, on a eu 24 heures un peu de crainte, mais on nous a laissé nous promener dans Tbilissi, dans la capitale. Donc on a très bien découvert la ville. Et puis le soir, on a appris qu'on était tous négatifs. Et donc nous avons donc visité la Géorgie en étant pratiquement le seul groupe de touristes. Pratiquement. Sauf la côte, mais nous ne sommes pas allés sur la mer Noire. Et donc le contexte dans le voyage était de nous faire rencontrer des Géorgiens extrêmement contents de nous voir, parce qu'il n'y avait personne. Et que comme la Géorgie vit beaucoup maintenant du tourisme, c'est devenu une activité importante, on était particulièrement choyés par les habitants. Et quant aux voyageurs, c'est à la fois moi et puis les autres, nous étions extrêmement contents d'être là-bas, puisque c'était notre première sortie depuis pratiquement le mois de février, à part quelques-uns qui avaient pu se promener pendant l'été. Et puis on se doutait, pour la plupart d'entre nous, qu'on ne ressortirait pas avant un bon bout de temps. Et comme le pays en plus est vraiment très beau, nous avons visité principalement le centre et l'est de la Géorgie, c'est-à-dire le Caucase, pas la plaine et pas le bord de mer. Et donc c'est une très belle montagne qui nous a beaucoup fait penser à une Europe d'autrefois. Beaucoup de travail à la main, on voit des bergers à cheval, la mécanisation est un peu simple. Les villages sont très vivants, il y a énormément de monde dans les villages, beaucoup d'artisans, beaucoup de commerçants. Le soir, après le travail, tout le monde se retrouve dans les rues. Et donc pour nous, on a fait un bond en arrière, en quelque sorte dans nos imaginaires, tout en étant dans un pays ultra moderne, avec des restaurants magnifiques, des hôtels très agréables, un système routier parfaitement au point. C'est une destination très agréable, la Géorgie facile. Et donc cette espèce de privilège qu'on a eu dans notre tête, d'avoir le droit de sortir et de se promener loin de chez nous, nous a donné un goût particulièrement épicé à la Géorgie. Et puis, on n'a rien ressenti, si ce n'est que les villes étaient tout aussi fermées que les nôtres, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de restrictions pour les boutiques, pour les écoles. Et donc on a visité les villes avec une activité très ralente, un peu comme si c'était tout le temps dimanche. Je dirais le caractère très spectaculaire des montagnes de Géorgie nous a enthousiasmés. Des belles vallées remplies d'abricotiers, des troupeaux le long des montagnes très hautes. Nous avons vu le Kazbek qui culmine à 5000 mètres. Nous sommes nous montés à 2500 mètres. Et puis, comme c'est un petit pays dont nous avons visité à peu près la moitié, on a principalement vu les monuments médiévaux que nous voulions voir, les monastères, les villages.
Si on ajoute que nous avons marché dans 2 très belles villes, Tbilissi avait la réputation d'être une très belle ville et je la confirme, c'est une très jolie ville, avec plusieurs quartiers, un quartier ancien, Kala, la vieille ville, au bord de la rivière, et puis un peu à l'écart des quartiers 19e siècle, un quartier qui donne l'impression d'être totalement russe, façon de grandes avenues de Saint-Pétersbourg, et de l'autre côté, là où nous logions, notre hôtel était dans une avenue française. La grande avenue Rustavelli fait penser à une des avenues de Paris. C'est un peu cette architecture-là. C'est là qu'il y a les bâtiments gouvernementaux et le Parlement. Et puis c'est des collines avec des ruelles en pente, des escaliers partout, des maisons en bois, des bains, des hammams turcs du XVIIIe siècle. Et puis une rivière assez surprenante parce que très encaissée. Il y a des falaises à pic tout le long de la ville. Et puis l'autre ville, Koutaïssi, ça fait c'est quelque chose qui a beaucoup de charme aussi parce que c'est une ville qui fait penser à celle des Balkans. C'est-à-dire on a l'impression qu'on est à la fois dans un monde oriental et dans un monde occidental. On a l'impression d'être à la fois en Turquie et en Grèce, ou alors, bon, on est en Géorgie. Hein. Alors évidemment, ma référence, je souris parce que ma référence c'est la Sildavie de Tintin. Quoi. On a un peu ça à Koutaïssi, on a un peu l'impression qu'on se retrouve. J'ai eu des sensations qui m'ont fait penser à Mostar ou à Sarajevo même. À cause de ce mélange de civilisation entre de très nettes influences turques ou iraniennes. À Koutaïssi, il y a moins d'influence russe, c'est moins prégnant. Donc voilà pour le voyage. Si on ajoute que les monastères sont très intéressants parce que énormément de peinture. Donc je reprends sur les monastères. À la différence de l'Arménie dans laquelle il y a peu de décoration, les églises arméniennes sont assez nues. D'abord il y a eu beaucoup de destruction et puis les Arméniens n'étaient pas très friands de peinture et de sculpture. En Géorgie, au contraire, il y a une influence byzantine très forte. Et donc, dans les monastères, il y a des cycles de peinture extrêmement intéressants. Donc, on a eu un peu tous les contentements qu'on cherche dans nos voyages. Très beaux paysages, des monuments pour beaucoup très émouvants. Et puis, des rencontres avec des gens. On en reparlera. Très franchement, ce qui m'a le plus marqué, moi, c'est la grande beauté du pays. C'est-à-dire que les montagnes sont larges, il y a de très grandes vallées, elles donnent l'impression d'être opulentes sur le plan de la végétation. Et puis, bon, en même temps, nous ne sommes pas allés dans des coins extrêmement reculés, hein, mais quand même, on s'est approché de la frontière russe au nord, on n'a pas été très loin de la frontière iranienne, ou arménienne plutôt, c'est presque les deux. Et donc, ces montagnes sont restées très sauvages et en même temps très agricoles. Et donc et si j'ajoute le grand charme de la capitale, ça donne un vrai grand équilibre entre les deux. C'est ça qui m'a le plus impressionné, je dirais. Au sens insolite, je n'ai pas eu, il m'est arrivé dans d'autres voyages d'avoir des rencontres invraisemblables ou des événements un peu curieux. Là, c'était plutôt une succession de jolies petites choses. Un soir, nous allons voir les bains ottomans à Tbilissi, et notre hôtel est à l'autre bout de la ville. Donc il faut traverser toute la ville à pied, il y a quelque chose comme 5 km, quelque chose comme ça. Et puis arrivant aux alentours de 16 h au bain, nous décidons de remonter à l'hôtel à pied, pas tous, mais beaucoup. On peut prendre les taxis pour rien, pour très peu d'argent. Et donc beaucoup ont décidé de remonter à pied. Et en passant à 30 mètres des bains, nous sommes passés devant un restaurant. Et là, il y avait 2 chiens par terre, un chien noir et un chien doré qui nous ont regardés. Ils nous ont emmenés jusqu'à l'hôtel.
Quand on est arrivé à l'hôtel, on était tous très embarrassés, parce que mais comment ils vont faire, enfin qu'est-ce qu'on en fait, on était à deux doigts d'y retourner, et puis bah, finalement, comment je dirais, la raison l'a emporté, on est tous allés dormir. 3 jours plus tard, hein, nous sommes retournés dans Tbilissi, nous sommes repassés devant les bains, et les 2 chiens étaient au même endroit. Et donc on s'est tous dit que ça devait être des gardiens, je sais pas, des âmes de gardiens anciens, et qui voulaient être sûrs qu'on rentre bien à l'hôtel. Et donc ces 2 chiens, là, je pense qu'on ne les oubliera pas. Ils font maintenant partie de notre Tbilissi. Personnellement, c'est un point de vue vraiment personnel, je trouve qu'un voyage est réussi quand nous trouvons un endroit où nous aurions envie de nous installer définitivement. Et donc, eh bien là, plusieurs d'entre nous, on a fait la remarque en quittant tel village ou tel endroit en disant ce serait exactement ce qu'il faut pour s'installer définitivement. Moi, c'est un monastère de Guérati. Il y a 4 moines qui habitent dans des maisons en bois, qui font le tour de la cour centrale. C'est une grande cour d'herbe, pleine de poules, avec des coques très jolies. Et là, il y a 4 moines. Il y en a un d'ailleurs qui avait l'air de principalement s'occuper de la vigne. D'abord, il en venait de la vigne, ils ont des vignes, et puis il avait une bonne tête bien comme il faut, quoi, de vigneron. Et puis il y en avait un autre, c'était un jeune homme qui était un jeune moine, et toutes les dames qui étaient avec moi lui ont trouvé une très grande ressemblance avec James Bond. Et donc il était très beau, c'était un très grand homme, blond, des yeux clairs. Et ces 4 moines qui vivent là ont une impression d'une paix absolument complète. Le monument est très beau, c'est du calcaire doré, avec une architecture simple, 3 petits bâtiments, une petite église, un petit porche. Et puis tout cela donne sur une grande vallée remplie d'arbres, comme je disais tout à l'heure, quelques villages, à une dizaine de kilomètres de la ville de Koutaïssi. Bref, à peu près l'endroit idéal pour passer le restant de ses jours. Et donc là, on était très émus. La deuxième fois, nous avons passé un long moment chez un vigneron, un endroit qui s'appelle Gio Inglia, et le vigneron, il nous a fait boire de ses productions, le vin et l'agnole. Et puis on a très bien mangé, ils nous ont servi un nombre incalculable de plats. Et puis en cours de repas, en Géorgie, il faut toujours porter des toasts. À chaque verre, il faut porter un toast à quelqu'un. On a à peu près épuisé la totalité de ce pourquoi on pouvait porter un toast, sauf qu'au dernier moment, c'est notre guide, Lali, qui a avoué que ce jour-là, c'était son anniversaire. Et donc, ça a redoublé les toasts, ça a redoublé l'émotion. Et pour nous, c'est devenu d'autant plus émouvant que d'habitude, elle vit avec une vingtaine de voyages par an et que nous étions le seul de l'année, son seul voyage de l'année. Ce qui veut dire que ses revenus ont été divisés par 20 quoi, dans l'année. Et donc, elle a été, en dehors du fait qu'elle était très compétente à la fois pour le français et pour la connaissance de son pays, mais qu'en plus, elle était particulièrement enthousiaste à l'idée d'être avec nous. Donc cette rencontre avec un vigneron et l'anniversaire de Lali a rendu ce repas très touchant, jusqu'à un dernier moment où on a vu arriver un gars du village qui avait entendu du bruit et qui est venu avec une dizaine de kilos de raisins pour nous les offrir. Voilà, c'est mon point de vue, ça mériterait aussi qu'on reste là un peu plus longtemps que quelques heures. C'est ça qui est souvent émouvant dans nos voyages. Alors, il y a 2 manières de faire. Il y aurait une manière un peu guide conférencier. La Géorgie, c'est la région où le vin a été inventé. On a des traces archéologiques de vin d'il y a 6000 ans. Et on a trouvé le vin en Géorgie, il est fabriqué dans des jarres en terre cuite qu'on enterre. Et on remplit et le vin se fait tout seul. Et on a trouvé des jarres dans lesquelles il y a des traces de vin d'il y a au moins 6000 ans. La Géorgie se dispute avec l'Arménie pour savoir lequel des deux a inventé le vin. D'accord. Sur la moitié des cépages existants dans le monde, sur la totalité des cépages, la moitié sont géorgiens. Bon, très bien. Et le vin, il n'est pas bon. Il est vraiment
très âcre. Il fait penser à ce qu'autrefois en France on appelait les petits vins de pays pas tellement travaillés. Et nous avons visité un des domaines les plus célèbres. Hein, et là, on a bu du vraiment bon vin. Oui, mais le maître de chai est français et ça fait 3-4 ans que le domaine travaille pour que la qualité du vin s'améliore. Et donc c'est un peu une pas très bonne surprise, parce que le vin il est très alcoolisé, hein, c'est du 15-16 degrés, il est très costaud, et bon, il fait un peu mal à la tête, ouais, et il a un goût vraiment très âcre. Mais alors par contre on en boit parce que, à cause de ce que je viens de dire, à savoir qu'il faut tout le temps faire des toasts. Par contre la cuisine géorgienne est très 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 bonne. Elle cumule ou elle fusionne les influences du bassin méditerranéen. Il y a des produits ou des manières de faire qui viennent directement de la Bulgarie ou de la Grèce. Il y a évidemment une très forte influence iranienne. Ah oui. Et donc on a très souvent l'impression de manger comme quand on était en Syrie ou comme quand on va en Iran. Et puis de temps en temps une touche de russe, en particulier dans la manière de faire certains plats de viande. Et donc très franchement nous avons très bien mangé. D'ailleurs, au bout de quelques temps, beaucoup d'entre nous, on a plutôt bu de la bière géorgienne que le vin. Parce que, disons que les effets du vin à moyen terme n'étaient pas très positifs au bout de 2 jours. Bon, on en a ramené du vraiment bon, mais payé un peu trop cher par rapport à la qualité du vin. En même temps, je dis ça parce que je suis français et qu'ici, on a pour les mêmes prix des vins nettement meilleurs. Mais la Géorgie fait un gros effort là-dessus, c'est-à-dire les vignerons de Géorgie font un gros effort, et je pense que dans quelques années, le vignoble et la production géorgienne aura la valeur de n'importe quel autre, ceux de Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Argentine, de Chili et de France. Mais pour le moment, il y a des progrès à faire. Par contre, on mange vraiment très très bien. Je retournerai facilement en Géorgie parce que d'abord je n'ai pas de raison de ne pas y retourner. Il arrive parfois, ça m'est arrivé qu'une seule fois, que la rencontre avec un pays ou un endroit ou une région ne se passe pas bien. Et en général, moi ça me refroidit. Quand je dis en général, ça m'est arrivé une fois. La plupart du temps, quand je voyage, j'ai envie de retourner à un moment ou à un autre dans les pays que j'ai visités. Et donc j'ai pas de raison de ne pas retourner en Géorgie. Et il y en a une autre, c'est que nous n'avons pas vu 2 régions importantes de la Géorgie. L'une qui s'appelle la Svaténie, vous chercherez dans les dictionnaires. C'est une région où les villages sont fortifiés, où les habitants ont construit des tours en pierre verticales pour se protéger des invasions venant du nord, c'est-à-dire principalement des Ossètes et des Russes, et dans une région encore plus sauvage en termes de montagne que celle que nous avons visitée. Nous avons vu des images dans des reportages de télévision où on voit que dans plusieurs villages, les habitants commencent à reconstruire, à refaire le patrimoine local. Et donc, dans pas longtemps, cette région-là va devenir à la fois facile d'accès et extrêmement attirante. À l'heure actuelle, elle est un peu coincée parce qu'elle est coincée entre les deux régions annexées par les Russes, rendues indépendantes par les Russes, c'est-à-dire l'Ossétie du Nord et l'Abkhazie. Et donc, c'est une sorte de cul-de-sac. Hein. Il faut faire l'aller-retour, hein, monter vers le nord, redescendre. Mais cette région-là nous tentait énormément. Tous les gens du voyage pensaient à ça. Puis deuxièmement, il y a la mer Noire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas allés sur la mer Noire. Alors évidemment, c'est très touristique, c'est ultra moderne, mais moi, ça m'attire beaucoup. Il y a une architecture ultra moderne à Tbilissi qui laisse penser qu'à Batumi, ça doit être extrêmement intéressant à voir. Les bâtiments que nous avons pu regarder pour étudier la Géorgie laissent penser qu'à Batumi, il y a une architecture contemporaine très, très intéressante. Et puis tremper les pieds dans la mer Noire, c'est pas mal quoi, comme idée. Donc si nous serions, enfin moi en particulier, mais je pense qu'une grande partie des voyageurs seraient tout à fait attirés pour retourner en Géorgie en allant voir principalement ces 2 axes, sachant qu'il y a aussi quelque chose dans un voyage qui est toujours très,
très touchant aussi, hein, et souvent très intéressant, c'est de revenir. Et moi, je reviendrai bien à Tbilissi. J'ai beaucoup marché dans Tbilissi avec les voyageurs, ou même une soirée tout seul. Tout le monde était fatigué, je suis allé tout seul dans la ville. Mais les autres soirs, j'ai emmené des gens. On a vu des cours de maisons, on a vu des immeubles anciens, un peu décatis. On a vu des quartiers en cours de restauration tout à fait magnifiques. Et revenir à Tbilissi donnera une coloration, oui, de retrouvailles, qui moi me plaît beaucoup dans les voyages aussi. Revenir à. La première sensation est toujours très forte, mais revenir, ça a aussi pas mal d'allure. Donc voilà, il y a 3 raisons pour retourner en Géorgie. Les villages fortifiés, le bord de mer, et revenir à Tbilissi. Moi, je crois, oui. C'est-à-dire que la ville est, bon, on n'a pas tout vu. Comme il y a le fleuve au milieu, nous avons assez peu vu le quartier qui se trouve au nord du fleuve, là où il y a la présidence de la République, et puis le quartier que j'appelais russe. Il y a une très grande avenue là, pleine de commerce. C'est plutôt le haut de gamme de Tbilissi, plutôt les quartiers riches avec les grandes enseignes mondiales. Mais derrière les façades des grandes avenues, il y a des cours et des bâtiments du 19e russe extrêmement attirants. Nous les avons juste vus en passant en bus. Tout ce quartier-là, par exemple, nous ne l'avons pas vu, ça demande bien, ça peut faire une journée de promenade là, dans ce quartier. Et, il y a 2-3 bâtiments, on va dire, un peu périphériques. Il y a en particulier un bâtiment très impressionnant du XXe siècle, qui est le bureau des mariages. Il y a une administration spécifique en Géorgie pour les mariages. Et le bâtiment, il a quelque chose d'un peu... il nous a un peu fait penser à la cathédrale de Royan. Architecture de béton, un petit peu art déco. Nous avons mangé en bas, dans un restaurant. Nous ne sommes pas montés jusque-là. Je pense qu'à Tbilissi, avec quelqu'un qui peut montrer 2-3 quartiers que nous n'avons pas vus, on peut ajouter aussi, nous avons vu un peu rapidement le principal musée de la ville, le musée archéologique, mais il y a aussi le musée de peinture, avec les peintures de peintres géorgiens, en particulier un peintre naïf dont les œuvres sont très fortes. Et donc il y a donc 2 à 3 musées à Tbilissi. Il faudrait peut-être penser aussi à assister à un spectacle de marionnettes. Il y a un théâtre de marionnettes dont le propriétaire a fabriqué une tour penchée faite avec de la récupération du bric-broc. On a l'impression qu'elle va nous tomber sur la tête et qu'elle a été fabriquée par un facteur naïf, quoi. Et dedans, il y a des spectacles de marionnettes de réputation mondiale. Ah oui, il y a 4 jours à Tbilissi sans problème. Sans compter que comme elle a beaucoup de charme, il doit y avoir des recoins que moi je n'ai pas encore découvert. Il y a la forteresse là-haut où nous ne sommes pas montés. Il y en a pour 1 heure ou 2. Nous devions prendre le funiculaire, mais les mesures de protection contre la Covid ont fait que le funiculaire a été mis en service. Et donc nous n'avons pas pu monter à la forteresse. Mais voilà, il y a encore 2-3 autres églises dans lesquelles nous ne sommes pas rentrés. Oui, alors nous avons passé 2 jours et demi quand même. Hein. Oui. Et voilà, et vous voyez qu'avec ce que je dis, qu'il y a largement de quoi rajouter 1 jour et demi, rien que pour Tbilissi. Il y a un lac aussi à une quinzaine de kilomètres, pour le cas où ils l'appellent la mer de Tbilissi, les habitants. Et là, nous n'avons vu que de très loin.